Le pistolet était pressé contre le bas de son dos, mais la main qui le tenait tremblait. Dominique ne bougea pas. Il dirigeait une ville bâtie sur le sang. Pourtant, il se trouvait dans le vestiaire de son propre gala, piégé par une femme qui sentait l'eau de Javel bon marché et la peur. « Restez silencieux et suivez-moi », murmura-t-elle. Son souffle chaud se posa sur son cou. Il aurait dû lui briser le poignet. Au lieu de ça, il a fait la seule chose qu'il ne faisait jamais. Il a écouté. Dominique Rousseau détestait l'odeur des orchidées de luxe. Elle sentait les funérailles. Ce soir, sa salle de bal en était remplie. Des cascades blanches débordaient des vases en cristal. Elle suffoquait presque l'air. Il se tenait près du balcon, un verre de bourbon à la main. Il ne buvait pas. Il observait la salle avec l'ennui détaché d'un homme qui possédait tout le monde ici. Le maire riait trop fort à une blague racontée par un juge. Le juge transpirait à travers son smoking sur mesure. Des épouses en robe de soie échangeaient des compliments creux. Leurs yeux cherchaient les sorties, calculant les hiérarchies sociales. C'était un gala de charité. La charité était une façade. Tout le monde le savait. Et personne ne s'en souciait tant que le champagne coulait à flot, et tant que leur nom restait en dehors des actes d'accusation fédéraux. Dominique ajusta ses manchettes. La Rolex à son poignet lui semblait lourde. Il avait 35 ans, mais les os de son visage semblaient avoir des décennies de plus. Gérer l'entreprise familiale ne se résumait pas à des fusillades glamour sous la pluie. Il s'agissait de feuilles de calcul, de lois d'urbanisme, et de gérer les égos meurtris d'hommes d'âge mûr armés. C'était fastidieux. Il inspecta de nouveau la salle. Une habitude. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un bruit soudain. C'était un silence. Un type d'absence spécifique. 3 de ces hommes de salle manquaient à leur poste près des sorties ouest. Carmine, son bras droit et plus vieil ami, était sorti pour un appel il y a 20 minutes, et il n'était pas revenu. Le faible bourdonnement de l'oreillette dans l'oreille droite de Dominique était mort. Pas de grésillement, juste un silence de mort. Dominique n'attrapa pas l'arme à son étui sous les côtes. Tout mouvement brusque dans une pièce aussi bondée déclencherait la panique. Il posa son verre sur le plateau d'un serveur qui passait, et se tourna vers le couloir privé menant à son bureau. Les lourdes portes en chêne se refermèrent derrière lui, coupant le son du quatuor à cordes qui jouait un morceau de Mozart poli et sans vie. Le couloir était sombre, éclairé seulement par des appliques de faible puissance. C'était calme, trop calme. Il fit 3 pas avant qu'une ombre ne se détache de l'alcôve près du vestiaire. La main de Dominique bougea. Un éclair de mémoire musculaire, prêt à dégainer et à tirer en un seul mouvement. Un canon en acier froid s'enfonça durement à la base de sa colonne vertébrale. « Ne bougez pas !» souffla une voix. C'était une voix de femme, rauque, mince, terrifiée. Dominique se figea, la main planant sur le revers de sa veste. Il calcula l'angle. Il pouvait se laisser tomber, pivoter et la désarmer avant qu'elle n'appuie sur la gâchette. Mais le tremblement du canon contre sa colonne vertébrale racontait une autre histoire. Les professionnels avaient les mains fermes. Les amateurs appuyaient sur la gâchette à la seconde où ils prenaient peur. « Qui êtes-vous » demanda Dominique. Sa voix était plate, graveleuse, dépourvue de la panique qu'elle attendait probablement. « Restez silencieux et suivez-moi » murmura-t-elle. Elle le poussa fort, non pas avec le pistolet, mais avec sa main libre. Elle était petite, mais elle utilisait bien son poids. Dominique trébucha d'un demi-pas. C'est alors qu'il sentit son odeur. Pas de parfum cher, juste l'odeur chimique agressive de l'eau de Javel industrielle, du nettoyant pour sol au citron, et l'odeur métallique et acide de la sueur froide. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle portait l'uniforme du personnel de restauration. Un pantalon noir, une chemise blanche rigide, un tablier noir. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère et désordonné. Son visage était pâle, sans maquillage, dominé par de grands yeux bruns affolés. Elle ne ressemblait pas à une tueuse à gages. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de voir un fantôme. « Retournez-vous » lança-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Marchez vers l'ascenseur de service, maintenant. » Dominique se retourna. Il marcha. La situation était absurde. Pourtant, les sonnettes d'alarme primaires dans sa tête étaient assourdissantes. Il connaissait le plan de sa propre maison. L'ascenseur de service était destiné au linge et aux chariots de restauration. « Vous faites une erreur », dit doucement Dominique, ses chaussures s'enfonçant dans l'épais tapis. « Je vous maintiens en vie,
répliqua-t-elle sèchement. Taisez-vous et marchez. Ils atteignirent les portes en acier brossé de l'ascenseur de service. Elle passa son bras autour de lui et appuya sur le bouton de descente avec un pouce meurtri. Les portes s'ouvrirent. « Entrez », ordonna-t-elle. Dominique entra. L'ascenseur sentait les vieilles ordures et le pain rassis. Elle le suivit, frappa du poing le bouton du sous-sol, puis appuya sur l'arrêt d'urgence. L'ascenseur sursauta et s'immobilisa entre 2 étages. Elle baissa enfin le pistolet. C'était un revolver lourd et laid, une arme de rue, pas une arme de professionnel. Elle s'adossa contre la paroi d'acier, fermant les yeux, sa poitrine se soulevant. Le pistolet pendait mollement dans sa main. Dominique la dévisagea. Il aurait pu prendre l'arme à ce moment-là. Au lieu de ça, il croisa les bras. « Très bien, » dit Dominique. « Nous sommes arrêtés. Vous avez 30 secondes pour me dire pourquoi une serveuse me retient en otage dans ma propre maison avant que je ne vous brise la mâchoire. » Elle ouvrit les yeux. Ils étaient vifs. La panique se retirait, remplacée par un désespoir froid et endurci. « Je ne suis pas une serveuse, » dit-elle. « Je suis une femme de chambre, et je ne vous retiens pas en otage, monsieur Rousseau. Je vous kidnappe pour que vos propres hommes ne vous fassent pas sauter la cervelle sur les canapés. » Dominique laissa les mots flotter dans l'air vicié de l'ascenseur. Son expression ne changea pas. Il avait passé sa vie à apprendre à cacher ses réactions. « Mes hommes, » répéta Dominique. « 4 types, dit-elle, en essuyant une traînée de sueur de son front avec le dos de sa main. Équipement tactique, fusil avec silencieux. Ils sont entrés par le quai de chargement il y a 10 minutes. Votre chef de la sécurité les a laissés entrer. » La mâchoire de Dominique se serra. Un seul muscle tressaillit sous sa pommette. Carmine. Carmine était censée surveiller le quai. « Vous mentez, » dit Dominique. « Rien ne passe par ce quai sans autorisation. » L'autorisation? Elle laissa échapper un rire court et dur. On aurait dit du papier qu'on déchire. Il n'avait pas besoin d'autorisation. Le type en costume gris, celui avec le nez cassé qui se tient toujours derrière vous. Il a déverrouillé la grille lui-même. Je sortais les poubelles. Je les ai vus abattre les 2 gardes de la grille, les traîner derrière les bennes. Dominique sentit une pierre froide lui tomber dans l'estomac. L'homme en costume gris était Joey. Joey ne recevait d'ordre que d'un seul homme, et c'était Carmine. « Pourquoi n'avez-vous pas fui ?» demanda Dominique. « J'ai essayé, » dit-elle. Sa prise sur le revolver se resserra. Ils ont bouclé le périmètre. Je les ai entendus parler sur leur radio. Ils fouillent la maison en commençant par l'extérieur. Ils vous coincent dans la salle de bal. C'est un piège mortel. Dominique la regarda vraiment. Son badge indiquait Nora. Les bords du plastique étaient ébréchés. Ses ongles étaient rongés jusqu'au vif. La peau autour était rouge et à vif. Ses chaussures étaient bon marché, pratiques, en caoutchouc antidérapant. Elle était invisible. Le genre de personne que les riches et les puissants ne voient même pas. S'ils ont bouclé le périmètre, dit lentement Dominique. Pourquoi revenir à l'intérieur? Pourquoi me trouver? Nora détourna le regard. Le silence s'étira. Remettez l'ascenseur en marche, ordonna Dominique. Nous devons aller au sous-sol. Nora actionna l'interrupteur. L'ascenseur gémit et commença sa descente. Si ce que vous dites est vrai, dit Dominique, en regardant les numéros d'étage défiler. Le sous-sol ne sera pas sûr. Ils auront un homme sur les flux de sécurité. Il nous verra. Les caméras de l'LS et du sous-sol sont en panne depuis 1 semaine, dit Nora d'un ton plat. Je le sais parce que je l'ai signalé au type de la maintenance. Il a dit qu'ils attendaient une pièce, mais il a menti. Je l'ai vu couper les fils dans la boîte de jonction. Dominique la dévisagea. Vous l'avez vu couper les fils. Je remarque des choses, dit Nora, sa voix vive et défensive. Les gens ne regardent pas les femmes de chambre. Ils n'arrêtent pas de parler quand nous entrons dans une pièce. Ils supposent juste que nous sommes des meubles. L'ascenseur s'arrêta avec une secousse brutale. Les portes s'ouvrirent sur la vaste étendue de béton du sous-sol. C'était un labyrinthe de caves à vin, de chaufferies et de cages de stockage. L'air ici était humide, sentant la vieille maçonnerie et la poussière. Dominique sortit le premier, dégainant sa propre arme, un 9 mm élégant avec silencieux. Il se déplaça avec une fluidité soudaine et mortelle qui fit sursauter Nora. Il vérifia les coins immédiats, ses yeux balayant les ombres. « Dégagez » marmonna-t-il. Nora sortit, serrant son lourd revolver à 2 mains. Maintenant, elle paraissait petite sur le vaste fond industriel du sous-sol. « Par où »
demanda Dominique. Nora pointe du doigt une lourde porte métallique au fond du couloir. L'ancien tunnel de contrebandier, celui derrière la cave à vin secondaire. Il mène aux égouts pluviaux sous la 5e avenue. Dominique marqua une pause. « Comment diable connaissez-vous ce tunnel? Mon père l'a muré il y a 30 ans. » « Le mortier est en train de pourrir, dit Nora, en ouvrant la marche. Ses chaussures en caoutchouc faisaient de légers grincements sur le béton. Je l'ai trouvé en nettoyant une fuite d'eau le mois dernier. Les briques sont lâches, on peut les pousser. » Ils se déplacèrent rapidement dans les couloirs sombres. Au-dessus d'eux, le bruit sourd et lourd de pas résonnait à travers le plafond. Ils se déplaçaient en formation, une fouille. Nora avait raison. Ils atteignirent la cave à vin secondaire. Elle était verrouillée. Dominique leva son arme pour tirer sur le cadenas, mais Nora baissa son bras. « Trop bruyant », siffla-t-elle. Elle plongea la main dans sa poche et en sortit un lourd trousseau de clés en laiton. « Je suis la gouvernante, j'ai le passe-partout. » Elle trouva une petite clé rouillée et l'enfonça dans la serrure. Elle tourna avec un clic satisfaisant. Elle poussa la porte. La cave était sombre, sentant le liège et le chêne vieilli. Ils se hâtèrent de passer devant des rangées de bouteilles millésimées, valant plus que ce que Nora gagnerait dans toute une vie. Tout au fond, derrière une pile de caisses vides, se trouvait un mur de briques. « Ici » souffla Nora, en tombant à genoux. Elle attrapa le bord d'une brique et tira. Elle grinça contre la pierre environnante, puis glissa. Elle en tira une autre, et une autre. Dominique s'agenouilla à côté d'elle, ses grandes mains arrachant facilement les briques pourries. Ils travaillèrent en silence, l'énergie frénétique de la survie alimentant leurs mouvements. En quelques minutes, ils avaient un trou assez grand pour ramper. Un bruit de fracas soudain résonna depuis le couloir à l'extérieur de la cave. La lourde porte métallique par laquelle ils venaient d'entrer fut défoncée. « Vérifiez les cages !» cria une voix étouffée. Dominique se figea. Il regarda Nora. Ses yeux étaient grands, reflétant la faible lumière de sa lampe de poche. « Allez-y !» articula Dominique sans un bruit. Nora se glissa à travers le trou dans l'obscurité du tunnel. Dominique la suivit, remettant quelques briques en place derrière lui pour masquer l'ouverture. Il glissa le long d'un court talus de terre et atterrit sur le sol du tunnel. Il faisait noir comme dans un four, froid, et ça sentait l'eau stagnante. Il entendit la respiration haletante de Nora à quelques mètres de là. Ils restèrent assis dans le noir, à écouter. Des pas entrèrent dans la cave à vin. Des lourdes bottes. Un faisceau de lampes de poche balaya les fissures dans les briques, projetant de brefs éclats de lumière aveuglante sur leurs visages. Dominique retint son souffle, son doigt posé sur la gâchette de son arme, visant directement le centre des briques. « Rien ici !» cria une voix. « Juste de l'alcool. Continuez à bouger. Il doit être à cet étage. » Les pas se retirèrent. La porte claqua. Le silence revint dans le tunnel, lourd et absolu. Dominique expira lentement. Il alluma une petite lampe stylo, la pointant vers le sol pour que la lumière ne se propage pas. Nora était assise contre le mur de terre humide, les genoux ramenés contre sa poitrine, le lourd revolver posé dans la boue à côté d'elle. Elle tremblait violemment maintenant, la chute d'adrénaline la frappant comme un train de marchandises. Dominique rengaina son arme. Il la regarda. « Très bien, dit Dominique, sa voix un grondement bas et dur dans l'espace confiné. Vous venez de me sauver la vie. Vous avez contourné ma sécurité, connaissiez ma maison mieux que moi, et m'avez fait sortir d'une tentative d'assassinat professionnel. » Nora ne leva pas les yeux. Elle continuait juste de trembler. « Maintenant, dit Dominique en s'approchant. » Sa silhouette imposante projetait une ombre longue et monstrueuse sur la paroi incurvée du tunnel. « Je vais vous poser la question une dernière fois. Et si vous me mentez, je vous laisserai pourrir ici. Pourquoi ?» Nora leva lentement la tête. La lampe stylo capta les traces de larmes sur ses joues sales, mais son expression n'était pas fragile. Elle était furieuse. « Je ne l'ai pas fait pour vous, » cracha-t-elle, sa voix rauque. Dominique s'accroupit, se mettant à son niveau. « Alors pour qui l'avez-vous fait ?» Nora plongea la main dans la poche avant de son tablier. La main de Dominique tressaillit vers son arme, mais elle ne sortit pas d'arme. Elle sortit un téléphone prépayé en plastique bon marché. Elle le lui tendit, sa main tremblante. Dominique le prit. L'écran était fissuré. Il appuya sur le seul bouton à l'avant. Un fichier audio était en pause sur l'écran. « Lisez-le », murmura-t-elle.
Dominique appuya sur lecture. L'audio était de mauvaise qualité, rempli du sifflement de fond d'une rue animée. Mais les voix étaient reconnaissables. « Le gala est vendredi », dit la première voix. Dominique sentit son sang se glacer. « Carmine. Le périmètre ?» demanda une deuxième voix. « Inconnu. Net. Professionnel. Je place les loyalistes à l'avant. L'aile ouest sera aveugle. Donne le signal à Joey quand tu seras OK. Il ouvrira la grille. Une fois que Rousseau sera à terre, vous sortez par l'arrière. Je gère la panique. Je sécurise le bâtiment. Et le temps que les flics arrivent, ce sera un tragique règlement de compte mafieux par une famille rivale. Et la fille, la sœur, occupez-vous d'elle ce soir. Elle pose trop de questions sur l'overdose de son frère. Faites passer ça pour un cambriolage. » L'enregistrement s'arrêta. Dominique fixa l'écran fissuré. Son esprit, habituellement une machine chaotique et rapide, cala. Carmine, l'homme qui avait porté le cercueil de son père, l'homme qui avait saigné avec lui dans les rues du sud de Philadelphie il y a 20 ans. Dominique leva les yeux vers Nora. La sœur, elle s'appelait Sarah, dit Nora. Les larmes avaient cessé. Sa voix était morte, vidée par un chagrin trop immense à porter. Elle était journaliste pour un journal local. Elle enquêtait sur les quais de Carmine. Il y a 3 jours, quelqu'un est entré par effraction dans son appartement. Ils lui ont tiré dans la poitrine et ont pris son ordinateur portable. Ils ont laissé son sac à main sur le comptoir. Dominique laissa échapper un lent soupir. Il passa une main sur son visage, sentant la barbe naissante le long de sa mâchoire. « Je suis désolé, » dit Dominique. Et à sa propre surprise, il le pensait. « Je ne veux pas de votre pitié, » dit Nora en se levant. Elle ramassa le lourd revolver dans la boue et l'essuya sur son tablier. « Je savais que Carmine travaillait pour vous. J'ai trouvé un travail dans l'entreprise de restauration qui dessert votre maison. J'ai passé les 3 dernières semaines à l'observer, à l'écouter. J'ai placé un micro sous le siège de sa voiture. C'est comme ça que j'ai eu l'enregistrement. » Dominique se leva. Il était stupéfait, pas seulement par la trahison de Carmine. Dans son monde, la trahison était une question de quand, pas de si, mais il était stupéfait par la femme qui se tenait devant lui. Elle était une femme de chambre, une civile, et par pur chagrin, elle avait orchestré une opération de contre-surveillance qui avait contourné un syndicat du crime d'1 milliard de dollars. « Vous ne pouviez pas aller voir la police », affirma Dominique. « Ce n'était pas une question. Carmine possède la moitié du commissariat. Nora Richana. Si je leur avais donné cette cassette, je serais morte en 1 heure. Alors vous êtes venu me voir. Je suis venu pour vous maintenir en vie. » Le corrigea Nora, ses yeux se fixant sur les siens. « Parce que Carmine a besoin que vous soyez mort pour prendre le pouvoir. Si vous mourrez, il gagne. Il obtient le pouvoir, l'argent, la ville. Il s'en sort après avoir tué ma sœur. Elle fit un pas vers lui, sa petite silhouette dégageant une quantité choquante de chaleur et de gravité. « Je ne le laisserai pas gagner. J'ai besoin que vous le détruisiez. » Dominique regarda cette femme brisée et épuisée. Son tablier était couvert de terre. Ses cheveux étaient en désordre, mais le feu dans ses yeux était quelque chose qu'il reconnaissait. C'était le même feu qui avait bâti son empire. C'était la vengeance, pure et absolue. Un rire dur et cynique monta dans la gorge de Dominique. Il empocha le téléphone prépayé. « Vous comprenez ce que vous demandez ?» demanda Dominique, son ton changeant. Le choc s'estompait, remplacé par le prédateur froid et calculateur qu'il était né pour être. « Vous me demandez de commencer une guerre civile, au sein de ma propre famille. Les rues saigneront. Je me fiche de vos rues, » dit Nora d'un ton égal. « Je me soucie de Carmine. » Dominique l'étudia un long moment. Le faible goutte à goutte d'eau du plafond du tunnel résonnait dans le noir. « Vous êtes dépassée, Nora, » dit doucement Dominique. « Je sais, » répondit-elle sans hésitation. « Mais pas vous. » Dominique sourit. C'était une expression terrifiante, dépourvue d'humour, aussi tranchante que du verre brisé. Carmine pensait l'avoir piégé. Carmine pensait avoir gagné. Mais Carmine avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé les gens invisibles. Il avait sous-estimé la femme de chambre. « Venez, » dit Dominique, en dirigeant sa lampe stylo vers l'étendue sombre du tunnel. « Nous avons une longue marche jusqu'aux égouts pluviaux, et nous avons beaucoup de travail à faire. » Nora n'hésita pas. Elle s'avança dans l'obscurité, marchant juste à côté du diable lui-même. Les égouts pluviaux, sous la 5e avenue, sentaient le soufre, les feuilles en décomposition et le vieux fer.
L'eau arrivait aux chevilles et était glaciale, entraînant lentement les déchets sur leurs chaussures. Dominique ouvrait la voie, sa lampe stylo traçant un chemin étroit et dansant dans la pénombre. Il se déplaçait avec un silence de prédateur exercé. Nora, cependant, ressemblait à un animal en train de se noyer. Chacun de ses pas éclaboussait lourdement. Sa respiration était une scie rauque dans l'espace confiné. Ils marchèrent pendant 1 heure, peut-être 2. Le temps se dissolvait dans le noir. « Arrêtez !» haleta Nora, en posant sa main contre le mur de briques visqueux. Dominique se retourna. Il ne lui offrit pas sa main. Il se contenta de la regarder. L'adrénaline qui l'avait propulsée hors de son sous-sol avait disparu, laissant derrière elle une coquille vide de femme fonctionnant sur les réserves. Elle se pencha en avant, posant sa tête contre son bras, luttant contre une vague de nausée. « Nous sommes juste sous le quartier des abattoirs, » dit Dominique. Sa voix était égale, insensible aux kilomètres de marche pénible dans la saleté jusqu'aux genoux. Il y a une échelle d'accès 50 mètres plus loin. Si vous vous arrêtez maintenant, vos muscles vont se figer. Vous ne pourrez pas monter. « Juste 10 secondes, supplia Nora. Ses dents claquaient. Le froid de l'eau s'était infiltré dans ses os. « 10 secondes dans ce métier vous font finir dans un coffre, » répondit Dominique. Il ne cria pas. Il ne la réprimanda pas. C'était une simple déclaration de fait, ce qui la rendait bien pire. Nora se força à se redresser. Elle le regarda. Le faible faisceau de la lampe de poche attrapa les angles vifs et impitoyables de son visage. Il ne transpirait pas. Il n'était pas fatigué. C'était une machine se recalibrant à une nouvelle réalité où son ami le plus proche voulait sa mort. « Marchez !» ordonna doucement Dominique. Nora marcha. L'échelle était en fer rouillé, boulonnée à un puits de béton qui s'étendait vers une obscurité absolue. Dominique monta le premier. Il grimpa avec une grâce rapide et fluide, poussant la lourde plaque d'égout sur le côté, au sommet avec un grincement de métal. De l'air froid de la nuit se déversa dans le puits. Nora grimpa, ses bras tremblant si violemment qu'elle faillit glisser 2 fois. Quand elle atteignit le sommet, Dominique attrapa le col de sa chemise et la hissa le reste du chemin comme un sac de linge. Il se tenait dans une impasse entre 2 entrepôts abandonnés. La ville bourdonnait autour d'eux, un océan lointain de sirènes et de circulation, inconsciente des hommes morts saignant sur les tapis du manoir de Dominique à des kilomètres de là. Dominique se dirigea vers une benne à ordures rouillée et passa la main en dessous. Il en sortit une petite boîte magnétique, une planque. Il composa un code, l'ouvrit, et en sortit un jeu de clés de voiture et une épaisse liasse de billets de $100. « Où allons-nous » demanda Nora. Elle enroula ses bras autour d'elle, frissonnant violemment. « Creuser une tombe » dit Dominique. Il trouva la voiture garée 2 rues plus loin, une berline banale de 10 ans qui se fondait dans la crasse de la ville. Dominique conduisait. Nora était assise sur le siège passager, fixant d'un air absent les lampadaires qui défilaient. Le chauffage soufflait à travers les bouches d'aération, dégelant lentement ses membres gelés, mais le froid dans sa poitrine restait. Ils s'arrêtèrent devant un garage automobile fermé à Queens 1 heure plus tard. Dominique déverrouilla une porte latérale et la fit entrer. Ce n'était pas une maison. C'était une boîte en béton sentant l'huile de moteur et la fumée de cigarettes froides. Il y avait un lit de camp dans un coin, une table pliante et un coffre-fort en acier. Dominique se dirigea vers le coffre-fort, tourna le cadran et ouvrit la lourde porte. Il était rempli de matériel de qualité militaire, de fusils d'assaut, de pistolets mitrailleurs avec silencieux, de boîtes de munitions. Nora fixa l'arsenal. La réalité de ce qu'elle avait fait s'abattit enfin sur elle, lourde et suffocante. Elle avait demandé une guerre à un chef de la mafia. « Voici les outils. » Dominique lui lança une serviette propre et une chemise en flanelle pour homme d'un sac de sport par terre. « Séchez-vous, changez-vous, » dit-il, en sortant un téléphone portable prépayé de sa poche. « Je dois passer un appel. Nous devons voir qui respire encore. » Nora prit la serviette. Et si personne ne respire, Dominique la regarda, ses yeux sombres et illisibles. « Alors nous achèterons beaucoup de balles. » Vincent arriva 20 minutes plus tard. Il entra par la porte latérale comme un fantôme, ne faisant aucun bruit malgré sa carrure massive. Il portait une lourde veste en cuir et avait un visage qui semblait avoir été reconstruit de mémoire après un grave accident de voiture.
C'était le principal homme de main de Dominic. Un homme dont la loyauté avait été achetée avec du sang des décennies auparavant. Vincent s'arrêta au milieu de la pièce. Il vit Dominic debout près de la table, puis ses yeux se posèrent sur Nora, qui était assise sur le bord du lit de camp, noyée dans la chemise en flanelle trop grande. Vincent sortit un pistolet de sa ceinture en une demi-seconde. « Qui est la civile » gronda Vincent, en gardant l'arme pointée sur sa poitrine. Nora se figea, son cœur battant contre ses côtes. « Range ça, Vince, » dit Dominic. Il ne leva pas les yeux de la carte de la ville qu'il étalait sur la table pliante. « Elle m'a sauvé la vie ce soir. » Carmine est passée à l'action. Vincent baissa lentement l'arme, bien que ses yeux ne quittent jamais Nora. « Carmine, tu es sûr ?» Dominic ramassa le téléphone prépayé fissuré et le lança à Vincent. « Écoute ça. » Vincent l'attrapa, appuya sur lecture et écouta. Pendant que l'enregistrement jouait, le visage meurtri de Vincent se transforma en pierre. Les muscles de son cou se tendirent. Quand l'audio se termina, il ne jeta pas le téléphone. Il le posa doucement sur la table. Une rage silencieuse et terrifiante s'empara de lui. « Joey a ouvert la grille, » dit Dominic, en lisant sa carte. 4 tireurs avec silencieux. Ils ont fait une fouille. La maison est perdue. Les loyalistes à la porte d'entrée sont probablement morts. Carmine va faire passer ça pour un coup du syndicat russe. Demain matin, il convoquera une réunion avec les capots pour me pleurer et prendre ma place. On le frappe à la réunion, dit Vincent, sa voix un grondement sourd. Je peux rassembler une équipe de 5 gars en qui j'ai confiance. On entre, on brûle la pièce. Non, dit Dominic, en traçant une ligne sur la carte avec un gros marqueur noir. Nous n'avons pas les effectifs. La moitié des capots sont probablement déjà sur sa liste de paye. Si on frappe à la réunion, on passera pour des renégats. On n'a pas seulement besoin que Carmine soit mort. On doit le saigner à blanc. Briser ses fondations. On prend son argent. Son flux de trésorerie est dispersé, fit remarquer Vincent. Les ports, les syndicats, le jeu clandestin à Tribeca, dit Nora. Les 2 hommes s'arrêtèrent. Ils se tournèrent pour la regarder. Nora se recula légèrement sous leur regard combiné, mais elle tint bon. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda Dominic. « La partie de poker à gros enjeux à Tribeca, » répéta Nora, en pointant un doigt tremblant vers la carte. Au sous-sol de l'ancien abattoir sur la rue Ganzivore, Joey la gère les vendredis soirs. Dominic fronça les sourcils. « Comment connaissez-vous la partie de Joey ?»« J'y ai servi, » dit Nora, sa voix gagnant une fraction de force. « Il y a 2 mois, l'agence d'intérim m'a envoyé là-bas pour servir des boissons. Ils confisquent les téléphones à la porte, mais ils ne fouillent pas le personnel de restauration. Ils passent juste un détecteur sur nous. » Dominic et Vincent échangèrent un regard. Joey garde les recettes de la semaine dans le coffre-fort là-bas avant de les déplacer vers la blanchisserie centrale le lundi, dit Vincent, en faisant le calcul. On est vendredi. Le coffre est plein. Quelques millions en liquide non traçable au moins. « Quelle est la sécurité ?» lui demanda Dominic, en croisant les bras. 4 gars à la porte d'entrée, répondit Nora, en fermant les yeux, visualisant la disposition. 2 à l'intérieur de la pièce principale. Un gars est assis près d'une porte en acier à l'arrière. C'est le coffre-fort. La cuisine a une sortie de service qui mène à une ruelle. Il la laisse entrouverte pour que les cuisiniers puissent prendre des pauses cigarettes. Un seul gars surveille la ruelle, et il passe la plupart de son temps à regarder son téléphone. Dominic la dévisagea. C'était une mine d'or d'informations tactiques, prononcée par une femme dont les mains tremblaient si fort qu'elle devait s'agripper au bord du lit de camp. « Vous avez une mémoire photographique ou quelque chose comme ça ?» grogna Vincent, avec une pointe de respect à contre-cœur dans son ton. « Quand on est invisible, on observe les gens, » dit doucement Nora, en ouvrant les yeux. Elle regarda directement Dominic. « Carmine a tué ma sœur parce qu'elle a trouvé une trace écrite. Je vais vous aider à réduire son argent en cendres. » Dominic se retourna vers la table. Il prit un Glock 19, vérifia la chambre et inséra un chargeur plein dans la crosse. Le claquement métallique sec résonna dans la pièce en béton. « Vince, » dit Dominic, en lançant un chargeur de rechange à son homme de main. « On prend la ruelle. On prend Joey vivant. Je veux son registre et je veux ses pouces. » La pluie a commencé à 2 heures du matin. Une bruine froide et misérable qui rendait les pavés de Tribeca glissants. Dominic gara la berline à une rue de l'abattoir. La rue était déserte, éclairée seulement par la lueur orangée maladive des lampes au sodium. Nora était assise sur la banquette arrière, les genoux serrés contre sa poitrine.
Dominique se retourna pour lui faire face. Il portait une veste tactique noire, se fondant parfaitement dans les ombres de la voiture. « Vous restez ici, » dit Dominique, sa voix dépourvue de toute chaleur. « Verrouillez les portes. Gardez la tête baissée. Si nous ne sommes pas de retour dans 15 minutes, vous passez au volant et vous partez. Vous ne regardez jamais en arrière. » Nora déglutit difficilement. « D'accord. » Dominique ouvrit la portière et sortit sous la pluie. Vincent le rejoignit depuis un autre véhicule garé derrière eux. Ils ne parlèrent pas. Ils se déplacèrent en parfaite synchronisation mortelle, disparaissant dans la ruelle étroite et jonchée de détritus. Nora resta seule dans le silence étouffant de la voiture. La pluie tambourinait sur le toit. 5 minutes passèrent, puis 10. La buée de la respiration de Nora embua la vitre. Elle frotta un cercle dans la condensation, scrutant l'obscurité. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes. Elle avait lu des histoires sur des hommes comme Dominique. Elle les avait vus dans des films, mais assise sur le cuir froid de sa voiture, sentant l'odeur persistante d'huile d'armes et de pavés mouillés. La réalité était écœurante. Elle ne regardait pas un film. Elle venait d'envoyer 2 tueurs dans un bâtiment pour dépecer un homme. « Pour Sarah !» se dit-elle. « Pour Sarah !» Une détonation étouffée résonna depuis la direction de la ruelle. Elle était sourde, avalée par les lourds murs de briques de l'usine. Puis un autre silence. Nora sursauta, plaquant ses mains sur ses oreilles. Elle attendit les sirènes de police. Elle attendit des cris. Rien ne vint. La ville continuait simplement de dormir. 12 minutes. Une ombre se détacha de l'entrée de la ruelle. Nora haleta, se reculant contre la portière opposée. La silhouette s'avança sous un lampadaire. C'était Dominique. Il traînait un lourd sac de sport en toile noire d'une main. De l'autre, il tenait Joey par la peau du cou. Le visage de Joey était un masque de sang. Ses jambes traînaient inutilement sur les pavés mouillés, laissant une traînée sombre et maculée sous la pluie. Vincent suivait à quelques pas derrière, essuyant nonchalamment un couteau de combat sur un chiffon avant de le ranger dans sa ceinture. Dominique atteignit la berline. Il ouvrit le coffre et y jeta le lourd sac de sport. Il heurta le plancher métallique avec un bruit sourd et dense. Des millions de dollars. Puis il ouvrit brusquement la portière arrière. Nora se précipita de l'autre côté du siège, les yeux écarquillés de terreur. Dominique poussa Joey dans l'espace pour les pieds. Joey gémit, un son humide et râlant, se recroquevillant en position fétale. Ses mains étaient liées derrière son dos avec des serre-câbles. Ses doigts étaient un amas sanglant et mutilé. Dominique s'installa au volant. Il ne regarda pas Nora. Il claqua la portière, emprisonnant l'odeur épaisse de cuivre, de sueur et de parfum bon marché dans l'habitacle. « Conduis », dit Dominique à Vincent, qui s'était installé sur le siège passager. Vincent passa une vitesse, et ils s'éloignèrent doucement du trottoir. Nora était assise, pressée contre la vitre froide de la fenêtre, fixant Joey, l'homme qui avait déverrouillé la grille pour tuer Dominique. L'homme qui travaillait pour le monstre qui avait tué sa sœur. Il pleurait doucement sur le tapis de sol. Dominique ajusta le rétroviseur pour pouvoir la voir. Son visage était éclaboussé de quelques fines gouttelettes de sang. Ses yeux étaient complètement morts. « Tu voulais voir le loup, Nora », dit Dominique, sa voix à peine plus qu'un murmure, portant sans effort par-dessus le ronronnement du moteur. « Regarde bien, c'est ce qu'il faut. Si tu ne peux pas le supporter, sors maintenant. » Nora regarda l'homme brisé sur le sol, puis le rétroviseur. Elle croisa les yeux morts de Dominique. Son estomac se retourna violemment, un acide amer lui montant à la gorge, mais elle le ravala. Elle força ses mains à cesser de trembler. Elle regarda le sang sur son visage, la cruauté absolue dans sa posture. C'était un monstre, mais c'était son monstre. « Continuez de conduire », murmura Nora. La berline s'immobilisa dans le ventre rouillé du chantier naval de Brooklyn. La pluie s'abattait sur le pare-brise, transformant les silhouettes imposantes des grues endormies en fantômes gris déchiquetés. Dominique coupa le moteur. Le silence qui suivit était lourd, rompu seulement par le tambourinement rythmique de la pluie sur l'acier et la respiration faible et humide de l'homme dans l'espace pour les pieds. Dominique traîna Joey dehors par le col. L'homme de main ne résista pas. Son esprit s'était brisé quelque part, entre le 2e et le 3e serre-câble lui cisaillant les poignets, bien avant que Dominique n'ait même commencé à poser des questions. « À l'intérieur », ordonna Dominique.
Il désigna du menton un conteneur d'expédition corrodé, équipé d'un lourd cadenas. Vincent s'avança, sortit une clé et ouvrit les portes métalliques rouillées. Les charnières hurlèrent. Nora sortit de la voiture. La pluie plaqua instantanément ses cheveux sur son crâne. Elle croisa les bras contre le vent mordant, se forçant à suivre les hommes dans la gueule sombre du conteneur. Vincent alluma une lampe de travail à batterie suspendue au plafond. Elle éclairait un espace entièrement nu, à l'exception d'une lourde chaise en bois boulonnée au sol ondulé. Dominique jeta Joey sur la chaise. Vincent le fixa aux accoudoirs avec un rouleau de ruban adhésif épais. « Nora, » dit Dominique, sans se retourner. « Attendez près de la porte. Retournez-vous. Bouchez-vous les oreilles si nécessaire. » Nora ne bougea pas. Elle se tenait à 3 mètres de là, l'eau s'accumulant à ses chaussures en caoutchouc. « Non !» Dominique se retourna enfin. Il étudia son visage pâle, strié de pluie. Sa mâchoire était serrée. Les tremblements qui avaient secoué son corps plus tôt avaient disparu, remplacés par un calme glacial et cassant. Il ne discuta pas. Il se retourna simplement vers Joey. Dominique tira une chaise pliante du coin et s'assit à califourchon dessus, posant ses bras sur le dossier. Il était parfaitement au niveau des yeux de l'homme en sang. « Je te connais depuis 12 ans, Joey », commença Dominique, sa voix dépourvue de colère. C'était un ton de conversation. Un homme discutant de la météo. « Tu as été le parrain du plus jeune de Carmine. Tu as mangé à ma table. Maintenant tu saignes sur mon sol. Je veux savoir exactement ce que j'achète avec ta vie. » Joey cracha une bouchée de sang sur le sol. Il garda les yeux fermés, se préparant à un coup qui ne vint pas. Il livre les quais aux fédéraux. « Dom », siffla Joey. Les mots s'arrachèrent de sa gorge, rauque et paniqué. Le FBI l'avait coincé pour une affaire de racket il y a 3 mois. Une solide affaire de racket. Ils allaient l'enterrer. Il a passé un accord. Dominique ne silla pas. Vincent, debout dans l'ombre, laissa échapper un sifflement bas et dangereux. Un accord de coopération, affirma Dominique. L'immunité, sanglota Joey, la tête baissée. Mais il devait livrer toute la famille, les registres, les routes maritimes, les sociétés écrans. Il avait besoin que tu sois hors du chemin pour remettre les clés du royaume. Ce soir, c'était censé être la décapitation. Il te tue, prend ta place de boss demain matin à la réunion et transfère les actifs directement aux fédéraux au cours des 6 prochains mois. Dominique absorba l'information. Un boss qui devient une balance pour sauver sa peau était une condamnation à mort dans leur monde. Un péché si absolu qu'il défiait les fondements mêmes de leur vie. « Et la fille ?» demanda Dominique, en désignant légèrement Nora du menton. La journaliste. Joey déglutit difficilement. Il ne pouvait pas regarder Nora. Elle fouinait dans les sociétés holding qui gèrent les quais sud. Elle a découvert que les sociétés fictives étaient en cours de liquidation. Elle a trouvé la trace écrite. Elle est entrée par effraction dans le bureau de Carmine au chantier naval la semaine dernière et a volé une clé USB. Le registre principal. Il y a tout dessus. Les pots de vin, l'accord fédéral, les comptes offshore. Nora s'avança, sa voix tranchant l'air humide. Où est la clé? Joey sursauta au son de sa voix. On ne sait pas. On a fouillé son appartement après que ce soit fait. On n'a pas pu la trouver. Carmine a envoyé une 2e équipe pour démolir les murs ce soir. Ils y sont probablement en ce moment. Dominique se leva. Il se dirigea vers les lourdes portes métalliques du conteneur et regarda dehors, dans la cour balayée par la pluie. Il resta là un long moment, regardant l'eau s'accumuler dans les nids de poules. « La réunion », dit Dominique à la nuit. « Où la convoque-t-il ?»« L'ancien club social sur Mulberry », murmura Joey. « 9 heures du matin. Les chefs des 5 familles viennent. Il va leur dire que tu as été abattu par les Russes et qu'il a besoin de leur bénédiction pour riposter et prendre ta place. » Dominique se retourna. La lampe de travail projetait de longues ombres monstrueuses sur son visage. « Vince » dit doucement Dominique. Vincent s'avança. Joey se mit à crier, se débattant contre le ruban adhésif, suppliant, ses mots se transformant en une panique humide et incohérente. Dominique sortit du conteneur, passa devant Nora et s'avança sous la pluie glaciale. Un instant plus tard, un seul coup de feu étouffé résonna de l'intérieur de la boîte métallique. Les cris cessèrent. Nora ne tressaillit pas. Elle fixa simplement la porte ouverte, regardant Vincent sortir, méthodiquement, en actionnant la glissière de son pistolet pour éjecter la douille usée.
Il ne la regarda pas. Il passa simplement devant elle pour se diriger vers la voiture. Nora sortit sous la pluie et se tint à côté de Dominique. Il se lavait les mains dans une flaque formée sur le capot de la berline, frottant l'eau froide sur ses jointures pour enlever la légère éclaboussure de sang de Joey. « Ça va ?» demanda Dominique, sa voix basse couvrant le tambourinement de la pluie. Nora plongea la main dans sa poche et en sortit une serviette en papier froissé, relativement sèche, qu'elle avait gardée du service de restauration des heures auparavant. Elle la lui tendit. Dominique s'arrêta. Il regarda le fragile papier blanc, puis la regarda. Il la prit, essuyant l'eau et le liquide rosé de ses mains. Il a supplié, dit doucement Nora. Ils le font toujours, répondit Dominique, en jetant la serviette ruinée sur le pavé mouillé. Les hommes qui tuent pour l'argent sont des lâches au fond d'eux. Ils ne comprennent que le rapport de force. Quand ils le perdent, ils s'effondrent. Nora regarda les lignes dures de son profil. Et vous, pourquoi tuez-vous? Dominique tourna la tête, ses yeux sombres fixés sur les siens. Il n'y avait aucune déviation dans son regard, aucune tentative d'adoucir les contours de ce qu'il était. L'ordre, dit Dominique. Cette ville est une machine. Elle fonctionne sur le vice, sur la cupidité, sur des choses que la société polie prétend ne pas exister. Laissée à elle-même, la machine dévore les gens. Des hommes comme Carmine apportent le chaos. Ils brûlent tout le quartier pour se réchauffer une nuit. Je ne brûle pas le quartier. Je le possède. Je contiens le feu. Il fit un pas vers elle. La pluie tombait entre eux. Un rideau d'eau glaciale. Pourtant, Nora sentit une chaleur étrange et terrifiante émaner de lui. « Vous êtes entrée dans le feu ce soir, Nora, » dit Dominique. « Vous pouvez encore partir. Vincent peut vous emmener à l'aéroport. J'ai assez d'argent dans ce coffre pour vous installer dans une petite ville tranquille du Midwest. Vous n'aurez jamais à regarder par-dessus votre épaule. » Nora regarda le conteneur d'expédition rouillé. À l'intérieur se trouvait l'homme qui avait aidé à assassiner sa sœur, mort, effacé. Et pourtant, la douleur creuse dans sa poitrine n'avait pas diminué. La pourriture était toujours là. « Le Midwest n'a pas de Carmine, » dit Nora, sa voix ferme. Les lèvres de Dominique tressaillirent. C'était le fantôme absolu d'un sourire. Une chose dangereuse et approbatrice. « Non, en effet, » acquiesça Dominique. « Montez dans la voiture. Nous avons un appartement à visiter. » L'appartement de Sarah était au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur à Astoria. Il était 4 heures du matin. Le quartier était mort. Dominique crocheta la serrure de la porte d'entrée en moins de 10 secondes. Le bois autour du pen dormant était déjà éclaté depuis que les hommes de Carmine l'avaient défoncé il y a 3 jours. Dominique poussa la porte, son pistolet avec silencieux dégainé, se déplaçant dans l'appartement sombre avec un silence liquide. Nora suivit, le lourd revolver lui semblant une encre dans sa poche. L'appartement avait été vidé. Les canapés étaient lacérés, leur rembourrage se déversant sur le parquet comme des organes éventrés. Les étagères avaient été renversées. Des centaines de livres de poche formaient une montagne chaotique de papier. Le placo-plâtre du salon avait été défoncé à coups de marteau, exposant les montants en bois et l'isolant. La 2e équipe de Carmine était déjà passée par là, et à en juger par l'apparence, ils n'avaient rien trouvé. Nora s'arrêta dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Son soufflet se coupa. L'air sentait encore faiblement le cuivre et le vieux café. Il y avait une tache sombre et rouillée sur le linoléum, près du réfrigérateur. La police avait enlevé le corps, mais ils n'avaient pas nettoyé le sol. Ce n'était pas leur travail. Nora fixa la tâche. C'était la taille et la forme exacte de la fin de la vie de sa sœur. Sa vision se rétrécit. L'adrénaline qui l'avait maintenue debout pendant les 6 dernières heures s'évapora, laissant derrière elle une gravité écrasante et suffocante. Ses genoux fléchirent. Dominique était là avant qu'elle ne touche le sol. Sa grande main attrapa son bras, sa prise incroyablement forte, la redressant. Il n'offrit pas de platitude vide. Il ne lui dit pas que tout irait bien. Il l'éloigna simplement de la cuisine, la dirigeant vers le salon dévasté, la forçant à regarder les étagères détruites à la place. « Concentrez-vous », ordonna Dominique, sa voix un grondement bas et rassurant juste à côté de son oreille. « Inspirez. Regardez les livres. Pensez à votre sœur. Pensez à la façon dont son esprit fonctionnait. Si elle savait qu'il venait, si elle savait qu'il démolirait les murs, où cacherait-elle une clé USB ?» Nora ferma les yeux. Des larmes s'échappèrent, chaudes et rapides.
traçant des sillons propres à travers la crasse de son visage. Elle se força à respirer. Elle imagina Sarah, brillante, désordonnée, paranoïaque Sarah, qui perdait toujours ses clés, mais n'oubliait jamais une source. Ce n'était pas une professionnelle, murmura Nora en ouvrant les yeux. Elle ne la scotcherait pas sous un tiroir, elle ne la mettrait pas dans une bouche d'aération, elle cachait les choses à la vue de tous. Nora s'éloigna de Dominique. Elle se dirigea vers la montagne de livres. Les hommes de Carmine les avaient tous secoués par la tranche, attendant qu'une clé tombe. Nora s'agenouilla dans les débris. Elle aimait le jardinage, dit doucement Nora, ses mains fouillant parmi les pages déchirées et les dos cassés. Même si elle tuait toutes les plantes qu'elle touchait, elle gardait une rangée de fausses plantes grasses sur le rebord de sa fenêtre. Nora se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le rebord était nu. Ils les ont jetés par terre, nota Dominique, en balayant avec sa lampe de poche un tas de pots en céramique cassés et de feuilles en plastique dans le coin de la pièce. Nora se précipita. Elle tomba à genoux, ignorant les éclats de céramique tranchants qui mordaient à travers son pantalon. Elle fouilla dans la fausse terre, ses mains frénétiques, jetant de côté les plantes grasses en plastique. Au fond d'un lourd pot en argile brisée, enfoui sous une couche de cailloux décoratifs et de mousse collée. Ses doigts effleurèrent quelque chose de dur et de rectangulaire. Elle déchira la mousse. Une petite clé USB noire tomba dans sa paume. Nora laissa échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Elle la leva dans le faisceau de la lampe de poche de Dominique. « Je l'ai ?» Le bruit de bois qui se fendit explosa derrière eux. La porte d'entrée fut complètement arrachée de ses gonds, s'écrasant contre le placo-plâtre. 3 hommes envahirent le couloir, fusil d'assaut levé. La deuxième équipe était revenue pour une dernière fouille. « À terre !» rugit Dominique. Il plaqua Nora, enfonçant son épaule dans sa taille et les projetant tous les deux derrière le lourd îlot de cuisine en chaîne. Juste au moment où le salon était déchiré par des tirs automatiques, le plâtre explosa dans un nuage de poussière blanche aveuglante, les livres déchiquetés en confettis. Le bruit était assourdissant, un tonnerre incessant qui faisait trembler le plancher. Dominique était allongé sur elle, son corps lourd la protégeant entièrement. Il ne paniqua pas, sa respiration était remarquablement lente. Il attendit que le rythme des tirs change. Il attendit le rechargement. Le rugissement assourdissant s'interrompit. Un clic métallique distinct résonna à travers la poussière. Dominique bougea. Il roula sur Nora, prit appui sur ses bottes et sauta par-dessus l'îlot de cuisine en un seul mouvement explosif. Nora se couvrit la tête, hurlant alors que les tirs reprenaient. Mais c'était différent cette fois. De courtes rafales contrôlées. 3 détonations sèches du pistolet de Dominique. Un corps lourd s'écrasa contre les armoires de cuisine, glissant sur le sol avec un bruit sourd et humide. D'autres cris. Une autre rafale de fusil qui déchiqueta le plâtre au-dessus de la tête de Nora, faisant pleuvoir de la poudre blanche dans ses cheveux. Dominique ne replongea pas à couvert. Il s'avança dans l'entonnoir mortel du couloir. C'était un prédateur dans son élément naturel, se glissant sous la ligne de tir, exploitant les angles morts dans la fumée et la poussière. 2 autres détonations sèches de son pistolet. Le silence s'abattit de nouveau sur l'appartement, résonnant dans les oreilles de Nora. Elle resta recroquevillée sur le sol, serrant la clé USB contre sa poitrine. Les yeux fermés, attendant le coup de grâce. Des pas crépitèrent sur le verre brisé et le placo-plâtre. Ils s'arrêtèrent juste à côté d'elle. Nora ouvrit les yeux. Dominique se tenait au-dessus d'elle. Sa veste noire était couverte de poussière de plâtre blanche. Un filet de sang coulait sur sa joue gauche où un éclat d'obus l'avait éraflé, mais ses yeux étaient calmes. Il se pencha, lui offrant sa main. Nora regarda sa main. Grande, cailleuse, capable d'une violence horrible, mais en ce moment, c'était la chose la plus sûre au monde. Elle tendit la main et la prit. Dominique la releva sans effort. Il regarda la petite clé noire serrée dans son autre main. « C'est ça ?» demanda Dominique. « Oui » souffla Nora, la poitrine haletante. Dominique regarda par la fenêtre. En bas, dans la rue, les gyrophares rouges et bleus des voitures de police perçaient déjà la pluie. Les voisins avaient signalé les coups de feu. « Il est temps de partir », dit Dominique. Il ne la conduisit pas par la porte d'entrée. Il la mena à l'escalier de secours. Ils descendirent en courant les marches en fer rouillé, atterrissant dans la ruelle, juste au moment où les premiers policiers défonçaient la porte du hall.
Dominique navigua dans les rues sombres, avec une mémoire édétique du quadrillage de la ville, la menant 3 rues à l'est où Vincent attendait au ralenti dans la berline. Ils s'effondrèrent sur la banquette arrière. Vincent démarra en trombe, la voiture dérapant légèrement sur le pavé mouillé avant de se fondre dans la circulation clairsemée du petit matin. Dominique sortit un ordinateur portable crypté et élégant d'un compartiment sous son siège. Il l'ouvrit et tendit la main. Nora plaça la clé USB dans sa paume. Il la brancha. L'écran s'alluma. Un seul dossier se trouvait sur la clé. Dominique l'ouvrit. Des rangées et des rangées de feuilles de calcul remplirent l'écran. Des dates, des comptes, des noms. C'était un chef-d'œuvre de comptabilité judiciaire, méticuleusement compilé par une femme qui était morte pour la vérité. Dominique fit défiler les fichiers. Plus il avançait, plus son expression s'assombrissait. « Joey disait la vérité », murmura Dominique, la lumière bleue de l'écran se reflétant dans ses yeux. Carmine n'a pas seulement vendu les quais aux fédéraux. Il pille les fonds de pension de la commission depuis 3 ans pour couvrir ses propres pertes à Atlantic City. Des millions de dollars volés aux autres boss. Vincent jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Si les 5 familles voient ça, ils ne se contenteront pas de le tuer. Ils effaceront sa lignée. Dominique ferma l'ordinateur portable d'un claquement sec. Il regarda Nora. La poussière de plâtre dans ses cheveux lui donnait l'air d'un fantôme. « On n'a pas besoin d'une armée pour battre Carmine », dit Dominique, une satisfaction froide et prédatrice s'installant sur ses traits. « On a juste besoin d'un projecteur. » Il se pencha en avant, tapotant l'épaule de Vincent. « Mulberry Street », ordonna Dominique. « Ne te soucie pas de te garer dans la ruelle. Gare-toi juste devant la porte d'entrée. » Le club social de Mulberry Street était exactement le même que depuis 50 ans. Une façade en briques banales, des rideaux occultants tirés sur les fenêtres, et 2 hommes massifs au cou épais, debout devant sous la bruine glaciale, fumant des cigares bon marché. À l'intérieur, l'air était épais d'odeurs d'expresso, de fumée froide et de parfums chers. Carmine était assis à la tête d'une longue et lourde table en chêne dans l'arrière-salle. C'était un bel homme au début de la 50aine, portant un costume anthracite sur mesure qui coûtait plus cher qu'une voiture. Il avait l'air convenablement solennel. Autour de la table étaient assis 5 hommes, les chefs des 5 familles. C'étaient des hommes âgés, aguerris et impitoyables, buvant de petites tasses de café noir, attendant que le spectacle commence. Carmine s'éclaircit la gorge, posant ses mains à plat sur le bois poli. « Je vous remercie tous d'être venus si rapidement », commença Carmine, sa voix un parfait baryton grave de deuil. Comme vous le savez, une tragédie a frappé notre maison la nuit dernière. Dominique Rousseau a été abattu dans sa propre maison. Une attaque coordonnée par le syndicat tchétchène. Ils sont passés par l'aile ouest. Dom n'a eu aucune chance. Un vieil homme au visage de cuir craquelé, Don Salvatore, prit une lente gorgée de son expresso. Les Tchétchènes sont audacieux, mais ce ne sont pas des fantômes. Comment ont-ils franchi le périmètre de Dominique? Il dirigeait une organisation solide. Carmine baissa les yeux, projetant la honte. Nous avions une faille de sécurité. Un homme sur la liste de paye a été acheté. Nous nous occupons de lui en ce moment même. Mais le fait demeure, le chef de ma famille est parti. Les rues vont paniquer. Les lignes d'approvisionnement sur les quais vont geler à moins d'une stabilité immédiate. Carmine leva les yeux, rencontrant le regard de chaque homme à la table. Je demande la bénédiction de la commission pour prendre sa place. Je vengerai Dominique, j'effacerai les Tchétchènes de la carte, et je maintiendrai les quais en activité sans interruption. Le silence s'étira dans la pièce. Les vieillards échangèrent des regards. C'était une proposition claire, une succession naturelle. Et la transition des comptes, demanda doucement Don Salvatore. Sans irk, promet Carmine en se penchant en avant. Tout reste exactement comme Dom l'a laissé. Mieux encore. Les lourdes portes en chêne au fond de la pièce s'ouvrirent brusquement. Elles ne s'ouvrirent pas seulement. Elles furent défoncées, s'écrasant violemment contre les murs lambrissés. Chaque capot dans la pièce sursauta. 3 gardes du corps debout dans les coins mirent la main à leur veste. Dominique Rousseau entra dans la pièce. Il ne ressemblait pas à un homme mort, mais il ne ressemblait pas non plus à un boss. Son costume sur mesure était couvert de poussière de plâtre blanche et de boue séchée. Une entaille sanglante, rouge et irritée, marquait sa pommette. Il tenait un sac de sport en toile noire dans sa main gauche et un ordinateur portable élégant dans sa droite. Derrière lui marchait Vincent,
un pistolet mitrailleur avec silencieux posé nonchalamment contre sa hanche, ses yeux défiant n'importe quel garde du corps de dégainer. Derrière Vincent, paraissant minuscule mais parfaitement droite, se tenait Nora. Elle avait lavé la saleté de son visage, ses cheveux sombres tirés en une queue de cheval sévère. Elle portait l'uniforme de femme de chambre avec lequel elle avait commencé la nuit. Carmine se leva. Tout le sang quitta son beau visage, le laissant de la couleur d'un vieux parchemin. « Dom », murmura Carmine, une horreur sincère fissurant sa façade parfaite. « Assieds-toi, Carmine », dit Dominique. Sa voix n'était pas un cri. C'était un ordre calme et absolu qui aspira tout l'oxygène de la pièce. Carmine ne s'assit pas. Sa main plana sur sa ceinture. Don Salvatore leva un seul doigt osseux. Immédiatement, les gardes du corps dans la pièce se figèrent. Le Don regarda Dominique, ses yeux sombres brillant d'un intérêt soudain et intense. « Tu as l'air terrible, Dominique. »« Nota Don Salvatore. Nous étions justement en train de planifier tes funérailles. Annulez les fleurs, sale, » dit Dominique. Il se dirigea vers le centre de la pièce et laissa tomber le lourd sac de sport en toile noire sur la table en chêne poli. Il atterrit avec un bruit sourd et massif. La fermeture éclair était à moitié ouverte, révélant des liasses de billets de $100. « C'est 2 millions de dollars, » dit Dominique, en regardant les 5 boss autour de la table. « C'est la recette de la semaine du jeu clandestin de Joey à Tribeca. Je le donne au fonds de pension de la commission. Considérez ça comme des excuses pour l'interruption. » Don Salvatore haussa un sourcil. Une interruption de quoi exactement? Dominique claqua l'ordinateur portable sur la table juste en face de Carmine. Il tourna l'écran pour que les vieillards puissent le voir. Il appuya sur un bouton. La feuille de calcul pour laquelle Sarah était morte remplit l'écran. Une interruption d'une balance fédérale qui essaye de vous vendre tous, dit Dominique, sa voix résonnant d'un acier froid. Carmine n'a pas seulement invité une équipe de tueurs chez moi hier soir. Il a passé un accord de coopération avec le FBI. Il échange les quais contre l'immunité. Et pour adoucir l'affaire, il pille vos comptes de pension communs depuis 3 ans. Les numéros de routage, les sociétés écrans, les numéros de badges fédéraux, tout est sur cet écran. La température de la pièce chuta. 5 paires d'yeux anciens et mortels passèrent de l'écran à Carmine. Carmine recula de la table. La sueur perla sur son front. Il ment. C'est une fabrication. Dom a perdu la tête. Il est paranoïaque. La fille qui a compilé ces données était une journaliste. Interrompit Dominique, sa voix résonnant contre les murs. Il fit un geste vers Nora. Sarah, elle a trouvé la trace écrite. Carmine l'a fait assassiner il y a 3 jours dans son appartement pour couvrir ça. Il a fouillé son appartement, mais il a été négligent. Il a manqué la clé. Carmine regarda Nora. La reconnaissance se lut dans ses yeux, suivie d'un éclair de panique absolue. Il regarda les boss. « Sale, écoute-moi. » Plaida Carmine, en levant les mains. C'est un coup monté. Il essaye de m'évincer. « Ferme ta bouche, » siffla Don Salvatore. Le vieil homme se pencha en avant, sortant une paire de lunettes de lecture de sa poche de poitrine. Il les mit et fixa l'écran pendant une longue et angoissante minute. Il tapoda un onglet manucuré contre l'un des numéros de compte offshore. Salvatore enleva ses lunettes. Il regarda Carmine. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement la réalité froide et mécanique des affaires. « Tu nous as volé, Carmine », dit doucement Don Salvatore. « Tu as parlé aux fédéraux. »« Sal, s'il te plaît. » Salvatore regarda Dominique. « C'est ton bras droit, Dominique. Fais le ménage chez toi. » Carmine n'hésita pas. Il se jeta sur le pistolet à sa ceinture, son visage se tordant en un masque de pur désespoir. Il était rapide. Il avait survécu 30 ans dans la rue pour une raison. Mais Dominique était déjà en mouvement. Dominique ne dégaina pas le 9 mm élégant à son étui. Il plongea la main dans la poche de son manteau et sortit le revolver lourd et laid que Nora avait pressé contre sa colonne vertébrale 12 heures plus tôt. Il tira une fois. Le rugissement du revolver sans silencieux fut assourdissant dans la petite pièce. Carmine fut projeté en arrière, la balle de gros calibre l'atteignant en plein centre de la poitrine. Il s'écrasa contre un chariot de service, envoyant des carafes en cristal de scotch se briser sur le parquet. Il resta là, son costume sur mesure s'imbibant de sang, fixant aveuglément le plafond. Le silence revint dans la pièce, épais et retentissant. Dominique se tenait parfaitement immobile. Il abaissa lentement le revolver fumant.
Il regarda l'homme qui avait été son frère, l'homme qui l'avait trahi, et ne ressentit absolument rien. La pourriture avait disparu, enlevée chirurgicalement. Dominic retourna le revolver, le tenant par le canon chaud, et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta devant Nora. Elle fixait le corps de Carmine, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Dominic lui tendit l'arme. « C'est fait », dit doucement Dominic. Nora regarda l'arme, puis le visage de Dominic, les lignes dures de sa mâchoire, le sang sur sa joue, l'immobilité absolue dans ses yeux. Il avait réduit en cendres la moitié de son empire ce soir, était entré dans une pièce pleine de loups et avait exécuté son ami le plus proche, et il l'avait fait parce qu'elle le lui avait demandé. Elle tendit lentement la main et prit l'arme. Elle était lourde, chaude, et sentait le soufre. « Venez, » dit Dominic, en posant une main douce sur le bas de son dos. « Rentrons à la maison. » Ils sortirent ensemble du club social, laissant les vieillards à leur café et à leurs cadavres. La pluie avait cessé quand ils sortirent sur Mulberry Street. L'aube se levait, jetant une lumière violette pâle et meurtrie sur la ligne d'horizon de Manhattan. La ville se réveillait, totalement inconsciente des plaques tectoniques qui s'étaient déplacées sous ses rues cette nuit. Vincent se dirigea vers la berline et ouvrit la portière arrière. Dominic s'arrêta sur le trottoir. Il baissa les yeux sur Nora. Le chignon sévère dans ses cheveux se défaisait. Elle avait l'air épuisée, brisée, et complètement déplacée dans ce monde de sang et de costumes sur mesure. « Vous n'êtes pas obligé de rester, » dit doucement Dominic, les bruits de la circulation matinale bourdonnant autour d'eux. « Carmine est mort. Votre sœur est vengée. L'argent est toujours dans le coffre. Vous pouvez partir maintenant, Nora. Redevenir invisible. » Nora se tenait sur le pavé mouillé. Elle regarda les rues de la ville, les taxis qui passaient, les gens qui se dépêchaient vers leur vie normale et sûre, la tête baissée. Elle avait vécu cette vie. Elle avait été invisible. Et ça n'avait pas sauvé Sarah. Ça n'avait fait que faire d'elle des proies. Elle regarda de nouveau Dominic, le monstre, le protecteur, le seul homme au monde qui la voyait vraiment. Nora leva la main et retira l'élastique de ses cheveux, laissant ses cheveux sombres tomber librement sur ses épaules. Elle laissa tomber le badge en plastique bon marché et ébréché, Nora, sur le trottoir mouillé. « J'en ai assez d'être invisible, Dominic, » dit-elle, sa voix ferme, portant le poids d'un choix définitif. Dominic la fixa un long moment. Puis le coin de sa bouche se releva en un véritable sourire acéré. Il s'écarta, désignant la portière ouverte de la berline. Nora n'hésita pas. Elle monta sur la banquette arrière, se glissant dans l'intérieur sombre d'un monde qu'elle ne pourrait jamais quitter. Dominic monta à côté d'elle, fermant la lourde portière, les scellant à l'intérieur, alors que la voiture se fondait sans heurts dans le courant infini de la ville. Et c'est ainsi que la femme de chambre invisible est devenue la reine de la pègre. L'histoire de Nora et Dominic prouve que parfois, la seule façon de survivre au monstre est de se tenir aux côtés du loup le plus mortel de la pièce. Si cette descente brutale dans la vengeance, la loyauté absolue et la romance dangereuse vous a tenu en haleine, ne laissez pas l'histoire se terminer ici. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis fans de Dark Romance, et abonnez-vous à la chaîne en activant les notifications pour ne jamais manquer une sortie. La pègre ne dort jamais, et notre prochaine histoire vous attend déjà. Auriez-vous pris l'argent pour vous enfuir, ou seriez-vous resté avec Dominic ?